Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous vous en doutez, chers auditeurs, compte tenu de l'actualité, il était indispensable de revenir écouter une réunion du service politique de l'Express. Après les élections européennes et surtout après l'annonce du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, on a grand besoin de l'éclairage de nos journalistes sur les législatives à venir et sur leurs conséquences. Alors, je vous rappelle le principe, on s'installe dans un coin de la salle, c'est juste ici et surtout, pas un bruit. Non, quand Olivier nous raconte son week-end. Bon, allez, on y va. On a laissé passer quelques jours là depuis les élections européennes de dimanche. C'est Laureline Dupont, directrice adjointe de l'Express, qui mène la réunion. On vient de terminer une campagne, on en commence une autre. C'était absolument pas prévu. Nos amis du service politique sont en rendez-vous. Il se passe beaucoup de choses. Marie-Lou, toi qui es présente aujourd'hui, tu veux peut-être nous faire une petite analyse de ce qui s'est passé ? Marie-Lou Magal, qui suit l'extrême droite. Je sais pas, Olivier doit être content, toi qui pariais depuis 3 ans sur la dissolution. J'avais juste un peu d'avance sur tout le monde. Olivier, c'est Olivier Perrault, grand reporter, spécialiste de la gauche. Inédit, moi dimanche j'étais au QG de Raphaël Glucksmann et il était censé être le premier à gauche et puis en fait 1 heure après Emmanuel Macron annonce la dissolution, donc du coup ça gâche un peu sa victoire. La dissolution, ça veut dire c'est fini la campagne européenne, c'est une campagne législative, donc du coup Glucksmann qui voulait parler d'Europe, on n'en parle déjà plus 1 heure après. Retour aux urnes, élection le 30 juin, premier tour, et le 7 juillet, deuxième tour, donc Glucksmann était un peu dégoûté, ou il avait le seum, comme disent les jeunes. Il avait le seum. Non, mais c'est clair que, pour rebondir sur ce que tu dis, Olivier, il y a clairement chez Emmanuel Macron la volonté d'être maître des horloges, et ça, on l'a encore vu dimanche soir. Le fait de prendre tout le monde de court, de s'inviter à la télévision pour annoncer une dissolution, finalement, quoi de mieux pour évincer les autres candidats, et même ce qui aurait pu être analysé quand même comme une victoire pour Glucksmann, oui, pour le coup, sûr. Parce que sa position de deuxième était un retour de force du Parti socialiste, de la ligne socialiste. Exactement. Donc là, on voit bien que Emmanuel Macron saisit un moment parce que il se dit que s'il n'y a pas de dissolution là, il prend le risque d'une motion de censure à l'automne au moment du budget, et je pense qu'on peut considérer que c'est quand même ça qu'il a voulu éviter. On sait que c'était quelque chose qui avait mûri, l'idée de la dissolution, qui a mûri dans son entourage ces dernières semaines. Lui, je pense, a quand même un petit peu réfléchi avant de prendre cette décision, mais c'est vrai que quand il a découvert les résultats de dimanche, je pense qu'il s'est dit que c'était sans doute la meilleure solution, et la meilleure solution de garder la main sur le moment. Et le choc de l'annonce, parce que il faut juste sur ce qui s'est passé dimanche, c'est-à-dire qu'il y avait des ministres qui n'étaient pas au courant. Le premier d'entre eux a été prévenu, Gabriel Attal a été prévenu assez tard, et comme quoi la politique, ça va quand même très vite. Gabriel Attal, il y a 1 semaine, c'était encore la star du gouvernement. Et là, fou, on est dans une situation où potentiellement il va être le Premier ministre au mandat le plus court à Matignon depuis Édith Cresson. Incroyable. Alors après, une question qui se pose, en tout cas qu'on nous pose beaucoup, je trouve, c'est pourquoi le choix des 21 jours au lieu des 40 ? Ce délai dont il parle, c'est celui imposé par la loi, soit 20 à 40 jours entre la dissolution et les élections législatives. Il y a les JO, il y a les vacances d'été, on est dans une séquence politique qu'il faut tenir. Si on organise au cœur de l'été des législatives, ça veut dire que personne ne va se déplacer pour aller voter, et c'est un risque d'autant plus grand pour lui et pour le reste des partis républicains, puisque la grosse leçon de dimanche soir des européennes, c'est le RN en tête à 32%, avec une participation à plus de 51%. Ouais. Ça veut dire que Marie-Lou saurait mieux le dire que moi, mais c'est un vote ancré. Oui, tout à fait. Non, mais j'ajoute juste avant que Marie-Lou, tu répondes à Olivier. On voit bien que c'est aussi ce score du RN qui pousse Emmanuel Macron à s'impliquer dans la campagne comme il a prévu de le faire. Là, il a annoncé dimanche soir devant ses ministres qu'il allait faire 3 interventions par semaine jusqu'aux législatives. Donc, on est très loin de la démacronisation souhaitée par François Bayrou. On voit bien que lui-même saisit l'ampleur des résultats. Et côté RN, Marie-Lou, t'as l'impression qu'il y a une surprise des
des députés RN? Côté RN, ouais, en fait, c'est un peu le syndrome de ceux qui ont crié au loup pendant des années sans jamais y croire, et le jour où ça arrive, ils se retrouvent complètement désemparés. Personne n'y croyait vraiment. Bardella le répétait, Marine Le Pen aussi, qui demanderait la dissolution. C'est arrivé, ils n'ont même pas eu le temps de fêter leur victoire et ils se sont carapatés au QG pour se mettre à travailler parce que, effectivement, comme tu disais, Olivier, avec près de 32% et 50% de participation, le scénario le plus probable, c'est qu'ils arrivent à avoir une majorité lors des législatives du 7 juillet. En tout cas, c'est la politique dans des temps aussi courts de campagne éclair, c'est rarement des sujets de mathématiques et c'est des sujets de dynamique. Le vote des Français, il est très peu probable. Évidemment, s'il se passe l'inverse, je dirais l'inverse après le 7 juillet, mais il est très peu probable que la dynamique s'inverse et que le vote des Français s'inverse du tout au tout d'ici. Comme tu vas vite en besogne quand même. Oui, mais c'est pour mieux me contredire après. Non, mais on note que t'es bien sûr de ton coup aujourd'hui. Et un peu plus sûr même que le RN qui, eux, comptent quand même sur des alliances pour être certains d'avoir une majorité plus large et qui ont déjà manifestement eu le soutien d'Éric Ciotti, président des Républicains. On ne sait pas s'il va le rester après cette annonce, mais lui, c'est le premier, en tout cas, à mettre fin au cordon sanitaire qui était en vigueur depuis 50 ans dans la vie politique. Ouais, et en parlant là du bal des alliances, quand même l'alliance Reconquête RN, qui était quand même pas le scénario privilégié, en tout cas au début de la campagne, non ? Non, mais Reconquête, en fait, pendant cette campagne, c'est vraiment Dallas. Et là, c'est le dernier épisode qui s'appelle La vengeance de Marion Maréchal, je pense. On en fera un titre. Après, en fait, Marion Maréchal, elle a passé la campagne à se faire maltraiter en interne. Et donc là, elle a sauvé sa peau, elle a sauvé 5 sièges au Parlement européen. Et c'est son moment où elle décide qu'il est peut-être temps de revenir vers son ancienne famille politique. Mais ce qui est incroyable, on en discutait tout à l'heure avec Marie-Lou au café avant de venir à la Réunion, c'est que ce qui se passe du coup chez Reconquête avec Marion Maréchal, elle a utilisé ou elle est soupçonnée d'utiliser une technique de Trotsky, c'est-à-dire ce que faisait l'extrême gauche, faire de l'entrisme dans les partis de gouvernement pour après les ramener au bercail de l'extrême gauche. C'est vraiment ça qui s'est passé, j'ai l'impression. Faire un détour chez les dissidents, les tuer de l'intérieur et revenir à la maison. Exactement. Et puisqu'on en est au trotskisme, le Front populaire. Non, mais le Front populaire, c'est 2 mots magiques à gauche. C'est quand même assez étonnant. Alors le Front populaire, ça charrie le glorieux passé de la gauche, 1936, Longblum, etc. Et là, c'est François Ruffin à qui on avait demandé, parce que c'est pareil, François Ruffin, il fait partie des frondeurs de Mélenchon, et donc ils étaient en train de préparer un projet sur 3 ans pour justement empêcher Mélenchon d'être la seule solution à gauche pour 2027. Là, il a doublé tout le monde. Il a annoncé sa volonté de lancer un Front populaire qui a reçu un écho favorable puisque tous les partis de gauche, de Place Publique, Raphaël Glucksmann, y compris le PS, jusqu'à LFI, ont signé. Et au sein du PS, même les lignes anti-NUPS a approuvé l'appel à la création d'un nouveau Front populaire. Alors, je vais mettre des guillemets parce que ce Front populaire-là n'a rien à voir avec le Front populaire de 36. Léon Blum. Non, mais à l'époque, en 36, le programme commun du Front populaire, en 36, il se fait sur sa composante la plus centrale. Là, ça va se faire sur sa composante la plus, entre guillemets, radicale. Et c'est là que le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qu'on le vend en poupe à gauche, ça reste la France insoumise. Même si Glucksmann a fait un bon score, je rappelle que Manon Aubry, elle a quand même fait 10%, donc ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, si on regarde la carte électorale, il y a vraiment une gauche des villes, une gauche des champs, c'est-à-dire que dans les villes, ça vote la France insoumise et ça ne vote plus écolo, donc recul assez franc des écologistes, alors que les européennes, c'est censé être leur élection phare. Et dans les ruralités, dans les villes moyennes, dans les sous-préfectures, progrès assez net du Parti socialiste. Donc on est dans une situation assez inédite. Et bref, François Ruffin n'est pas Léon Blum, et le nouveau Front populaire d'aujourd'hui n'est pas le Front populaire de 36. Donc concrètement, le scénario où ce Front populaire, même si il marche, puisque tout le monde, face au danger de l'extrême droite, arrive à s'unir, même ceux qui s'est détesté hier, arrive à gagner des voix, peut-être, on ne sait pas, mais à battre la dynamique du Rassemblement national, c'est un scénario qui est quand même difficile à imaginer
aujourd'hui, à l'heure où on parle. Mais sinon, Olivier, à part Léon Blum, est-ce que tu peux nous parler de Mélenchon ? Enfin, il est où, Mélenchon ? Eh ben, de manière assez étonnante, il s'est un peu mis de côté. Il a laissé Ruffin faire son annonce, il laisse ses gardes rouges, Clémence Guettet, Manuel Bompard, Mathilde Panot négocier. Et finalement, il a publié un article sur son blog dans lequel il dit l'heure est trop grave, il faut arrêter de se taper dessus comme on faisait avant, alors qu'il y a littéralement 2 semaines, il n'arrêtait pas tous de cogner sur Raphaël Glucksmann. Ils ont eu des sous-entendus qui ont été qualifiés d'antisémites à foison, y compris Mélenchon a tenu des propos où tous ont vu que c'était de l'antisémitisme clair. Donc voilà, il y a une situation politique qui est... qu'il a identifié, qu'il a compris, il sait que l'heure est grave, il sait qu'il peut pas trop agir comme il le faisait jusqu'à présent, il sait que le bruit et la fureur, ça a été mis en échec par Raphaël Glucksmann, c'est clairement une des leçons de cette élection européenne. Donc voilà, il se tient à distance, mais il faut pas oublier que la France Insoumise reste le parti majoritaire à gauche aujourd'hui, numériquement, avec le nombre de députés qu'ils ont, que Mélenchon, il en a vu d'autres, que je rappelle que Mélenchon, en un tweet, il a été capable de casser une intersyndicale historique lors de la bataille des retraites, en un tweet, une intersyndicale qu'on n'avait jamais vue. Donc, je pense qu'une union politique entre partis, il est capable de la casser du jour au lendemain aussi, parce que des choses qui ne vont pas, ça, faut vraiment suivre de près. En un demi-tweet, peut-être. Voilà, exactement. En une interview dans l'Express, qui sait ? Après, effectivement, c'est quand même des législatives qui sont risquées pour tout le monde. Enfin, c'est absolument impossible, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de s'imaginer ce qui va se passer, de savoir si les alliances vont profiter à la majorité, enfin au bloc central, ou au contraire pas du tout. Et puis surtout, en attendant, tout est complètement suspendu à l'Assemblée. Le projet de loi fin de vie, la réforme de l'audiovisuel public, la réforme de l'assurance chômage, tout ça est oui, suspendu. Il y a aussi la question, évidemment, de l'avenir de Gabriel Attal. On n'en a pas parlé, mais enfin si, on en a un peu parlé en disant que ce serait probablement le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. La question, c'est quand il sort, pour être remplacé par qui, que devient-il ensuite ? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent. Et j'élargirais même à la question de l'avenir du macronisme. Si demain, le macronisme originel est réduit à portion congrue, ou en tout cas obligé de se diluer dans une espèce de coalition pour essayer de refaire une espèce de majorité, ce sera compliqué. Enfin, il restera plus grand-chose de l'ADN macronien des débuts. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que ce qui devait se passer pour la Macronie en 2026-2027 se passe 2-3 ans trop tôt. Totalement. C'est vrai que tout est allé très vite, y compris pour le RN. Marine Le Pen avait annoncé déjà que Bardella serait son Premier ministre si jamais elle était élue présidente en 2027. Là, Bardella se retrouve à peut-être devoir aller occuper Matignon dans quelques semaines. Alors, je fais une petite incise, parce que c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. C'est que dissolution, même si le RN gagne et la gauche arrive deuxième, je dis n'importe quoi, on ne sait pas, Emmanuel Macron, constitutionnellement, n'est pas tenu de changer de Premier ministre et de changer de gouvernement. C'est un scénario fou, parce qu'il y aurait c'est-à-dire que c'est se mettre à dos le vote, le vote populaire, voilà. Mais on le connaît qu'il est très habitué à des trucs bizarres, donc pour rester poli. Donc voilà, en tout cas, il n'est pas tenu de changer de Premier ministre. Il peut modifier le gouvernement, faire rentrer des RN. Mais ça, je te trouve un peu tordu. À partir du moment où il a répété, ses équipes ont répété que là, l'idée, c'était de redonner la parole au peuple, j'ai du mal à imaginer que ce soit pour leur imposer un Premier ministre et un gouvernement qui est celui d'aujourd'hui. Après, je peux me tromper. Oui, mais en l'état actuel de rapport de force de chaque bloc, je rappelle qu'on a 3 blocs, un bloc central, un bloc d'extrême droite et un bloc de gauche. En l'état actuel des 3 blocs qui étaient plus ou moins égaux, va y avoir un rééquilibrage. Il y a aussi une situation qui est possible, à savoir que, en fait, il n'y a pas de majorité claire qui se dégage, pas de majorité absolue, que ce soit une majorité relative, des alliances au cas par cas, et à situation étrange à l'Assemblée nationale, ça veut dire pays bloqué. Et bien sur ce, je vous propose qu'on réfléchisse à ce qu'on met dans le journal. On pourrait
commencer à ébaucher un petit chemin de fer, non? Donc Marie-Lou, toi, Ben oui, on peut partir sur le RN, surpris malgré lui, et Dallas à Reconquête. Parfait. Et toi, Olivier? Je propose de faire un papier en fin de semaine pour raconter un peu la semaine où le Front Populaire est né, où chacun a un peu avalé des couleuvres et fait des compromis. Idéal. Et moi, je pense que je ferai quelque chose sur Gabriel Attal, le futur antérieur, être et avoir été. C'est le moment pour moi de son sortir, objectif était mais en fait toujours d'être très nommé discrètement. Que de durer. Comme prévu, c'était très riche et surtout très utile pour comprendre ce qui va se jouer dans les jours à venir. Alors, chers auditeurs, pour lire les analyses de nos journalistes politiques, avant et après les législatives, rendez-vous sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'1 € en ce moment. Et tous les épisodes de La Loupe sont à retrouver sur les plateformes d'écoute, par exemple Spotify, Deezer ou Castbox. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.